Donc, on va commencer. C'est l'heure Doctor Who en fait. Enfin, il y en a eu plusieurs dans le week-end. On accueille Marie. Tu veux peut-être te présenter? Oui, bonjour, moi c'est Marie Devigne et je tiens un blog sur la série classique de Doctor Who. Vous pouvez retrouver le lien peut-être sur le site, dans le programme. Et je vais vous présenter notamment le sujet particulier des épisodes perdus de la série. Alors avant ça, il faudrait peut-être préciser combien de saisons il y a dans cette série classique et de quand elle date exactement pour ceux qui ne connaissent pas les anciens épisodes. Donc Doctor Who a été créé en 1963, donc il y a plus de 50 ans déjà. Et dans la série classique, il y a 26 saisons en tout. 26 saisons, ouais, c'est quand même pas mal quoi. Plus les 8 récentes. Voilà, c'est ça. Et donc 703 épisodes de la série classique. En tout, ça fait plus de 800, donc avec la nouvelle série. Quand même. Ça fait un gros fandom quand même, et beaucoup de connaissances pour... Oui, beaucoup, oui. Et bon, honnêtement, je vais vous le dire, j'ai pas encore tout vu. Donc... Vous êtes déçus, hein? Non, pas du tout. Ça fait combien approximativement d'heures de visionnage tout ça 800 fois 40 minutes. Oui, c'est des épisodes non, de... Non, non, la série classique. Oui, dans la série classique, c'est des épisodes de 25 minutes, donc vous faites plus ou moins 703 fois 25, en se disant qu'il y a des épisodes spéciaux qui durent plus longtemps. Je pense que ça faisait une dizaine de jours. Non-stop, voilà. Ouais, voilà. Nous, on fait déjà un week-end non-stop ou presque en dormant 3 heures dans le week-end par nuit. Là, ça te fait 10 jours, on va dire 15 jours en dormant un petit peu, quoi, de visionnage. Oui. C'est quand même... Tu crois que le grand Rex ferait des diffusions de la série non-stop classique pendant 10 jours? En 10 jours, ça va être un peu compliqué, surtout qu'ils n'auront pas les droits, en fait. Surtout. Oui. Ouais. Et en plus, il y a des gros problèmes de droits, notamment pour la série classique, et de sous-titrage aussi. C'est très long à sous-titrer, donc nous, on n'a pas encore fini à sous-titrer. Donc j'ai une équipe de sous-titreurs très sympathiques, à qui je fais coucou, qui font vraiment du travail absolument exceptionnel. Donc la série classique, le speech de départ... Au final, parce que la plupart des gens qui connaissent Doctor Who, de notre génération, on va dire, connaissent Doctor Who avec ce que j'appelle le reboot, quoi, la nouvelle série plus récente avec les 8 saisons. Ce n'est pas un reboot, c'est une suite en fait. Une suite, oui, pardon. Oui. Autant pour moi, oui, puisque c'est la suite avec les autres générations continuent. Le speech de départ, la toute première saison, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus? Oui, donc il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Suzanne, qui est un peu bizarre. Et ses professeurs sont très intrigués par ses connaissances un peu spéciales. Elle pense d'ailleurs que la monnaie britannique est décimale, alors qu'elle n'était pas encore en 63. Elle connaît plus de choses sur les sciences que le prof de sciences en lui-même. Donc, à un moment donné, ils s'inquiètent vraiment pour elle et ils vont la suivre lorsqu'elle rentre le soir pour essayer de parler à ses parents. Sauf qu'elle entre dans une décharge publique. Et elle disparaît. Et au milieu de cette décharge publique, il y a une cabine de police bleue. Ils entrent, invités par le docteur, qui prétend être le grand-père de Suzanne, et ils se rendent compte que la cabine est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ils n'y croient pas. Mais le docteur, comme c'est la première fois qu'il a un réel contact avec des humains de cette époque-là, ne veut pas les laisser partir parce qu'il a peur d'être poursuivi, on va dire, et les kidnappe, et il actionne le TARDIS et il envoie le TARDIS dans le passé, à la période de l'âge de pierre, plus ou moins. Donc, le docteur du début n'était pas très sympathique, il kidnappait les gens comme ça. Et il les laisse, dans cette époque-là? Non, il continue à voyager avec eux, bien sûr, pendant plus d'une saison. C'est les premiers compagnons officiels, du coup?
Oui, c'est les premiers compagnons officiels. Donc la première c'est Suzanne, donc sa petite fille, et les deux professeurs, Yann et Barbara. Mais ils essayent pas de s'enfuir? Parce qu'ils sont quand même un peu kidnappés contre leur gré. Ça se trouve, ils ont une famille qui les attend. Oui, mais le problème c'est qu'ils s'enfuir à l'âge de pierre, c'est pas très intelligent. Oui, ils préfèrent Après, ils pourraient aller... négocier, ils pourraient dire, écoutez, promis, on dira rien, mais ramenez-nous chez nous. Oui, le problème c'est que le docteur à ce moment-là ne sait pas du tout piloter le TARDIS. Donc il ne sait pas les ramener comme ça chez eux. À la base. Oui, il l'a piqué. Donc il est encore tout à fait novice dans... Déjà que dans la nouvelle série, il a déjà parfois un peu du mal. Alors en tant que premier docteur, il ne sait pas du où aller. Hein. Et donc il explore le temps et l'espace au hasard? Oui. Au hasard, à ce moment-là, c'est vraiment purement au hasard et ça va encore rester très longtemps au hasard. Ce n'est qu'à partir du 3e docteur, où à un moment donné, il est bloqué sur Terre parce que les Time Lords ont cassé son TARDIS pour qu'il soit bloqué. C'est sa punition. Et à ce moment-là, il va le réparer pendant une bonne grosse saison et il va réussir à comprendre plus ou moins et à mieux le contrôler, même si c'est pas encore ça. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es intéressé au Doctor Who classique, au final? J'aimais bien la nouvelle série, mais bon, j'étais pas non plus une grande fan absolue. C'est juste que pendant un très long creux où il n'y a pas eu d'épisode, ou Sherlock aussi, il n'y avait pas d'épisode, parce que j'aime beaucoup cette série-là, et du temps où je ne regardais pas encore Downton Abbey, donc j'étais un peu en manque, on va dire. Donc j'ai d'abord regardé Torchwood, qui est le spin-off de Doctor Who. Puis je me suis dit, il y a quand même 26 saisons en arrière, pourquoi pas aller à mon aise grappiller là-dedans. Et voilà. Mais comme on disait tout à l'heure, ce sont des épisodes anciens qui datent du milieu des années 60. Comment tu fais toi pour réussir à les trouver, surtout s'ils ne sont pas sous-titrés? C'est-à-dire que tu les as tous vus en VO? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils sont compliqués d'accès, ces épisodes? En fait, à l'époque où j'ai débarqué, il y avait déjà quand même des sous-titres. D'accord. Donc, pour l'instant, actuellement, il y a 70% plus ou moins de la série qui est sous-titrée. Ce qui est quand même déjà beaucoup sur 700 épisodes. Ça représente déjà un gros travail. Donc, j'ai que... Oui. Juste, je vais dire, c'est 70... Enfin, pour nous, tu pardon. es belge, il n'y a pas de souci. 70% du coup. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que tout le monde n'aura pas fait le lien, voilà, tout simplement. 70% des épisodes sous-titrés, du coup. Mm-hmm. Et donc, toi, qu'est-ce que tu préfères dans ces anciens épisodes qui sont forcément un peu vieillis, sont forcément avec des effets spéciaux moins récents par rapport aux nouvelles saisons? Est-ce que ce sont les personnages, les acteurs? Qu'est-ce qui te plaît? Le côté rétro? Oui, le côté rétro et puis les scénarios. Les scénarios, vu que les épisodes, en fait, ce sont des épisodes qui couvrent, des histoires qui couvrent plusieurs épisodes, donc par arc, on appelle ça. Disons que les scénarios sont beaucoup plus développés. Il y a certains arcs qui durent plus de 3 heures, donc c'est déjà beaucoup plus développé qu'un épisode de 45 minutes pour la nouvelle série. Beaucoup de personnages sont très attachants, on va dire, parce que je dirais que les compagnons de la nouvelle série sont tous plus ou moins sur un schéma commun. C'est souvent une fille jeune, plutôt jolie. Qui tombe amoureuse du docteur. Oui, humaine surtout, et de l'époque contemporaine. Alors que dans la série classique, nous avons parfois des garçons, même assez souvent. Et aussi des gens qui viennent d'autres époques. Par exemple, du Vicky qui vient du 5e millénaire, ou Jamie qui est un Écossais du 18e. Et tu as précisé, qui a peur des grippins. Tu as précisé humaine, est-ce qu'il y a des compagnons qui ne sont pas humains? Oui, tout à fait. Par exemple, Adric il ressemble à un humain, mais ce n'est pas un humain. Donc c'est un humain d'une autre planète, mais on peut le considérer comme alien, comme le docteur peut être alien. On peut voir d'autres personnages comme Caméléon, qui est une sorte de... il ressemble à un robot, mais ce n'est pas un robot, c'est une sorte de change-forme. Donc il peut changer de tronche quand il veut. Du même style, Frobisher, qui est un compagnon des audios et des romans et des comics, qui est le plus souvent sous la forme d'un manchot, donc, ou d'un pingouin, c'est comme vous voulez.
Il y a Canine, que le docteur a construit, donc, qui est un chien robot, Chien robot, oui. et qui est aussi connu dans la nouvelle série. Il y a Romana, qui est une Time Lady, donc une dame du temps, donc de la même race que le docteur, entre autres. Est-ce que c'est un manque par rapport aux nouvelles saisons qui est que les compagnons, enfin, à l'heure d'aujourd'hui, soient tous humains? Oui, honnêtement, oui. Je trouve que c'est quelque chose qui devrait être amené un petit peu. Parce que ces personnages sont attachants, pas forcément parce qu'ils sont pas humains ou parce qu'ils sont pas de la même époque, mais ça ajoute une certaine profondeur aux personnages. On est plus intrigué par eux, on va dire. Par leur manière d'être et leur manière de réagir aux choses. Par exemple, Jamie, face à la technologie, vu qu'il vient du XVIIIe siècle, il est complètement perdu. Forcément. Dans la nouvelle saison, il y a à certains moments, il y a des compagnons, on va dire, temporaires, qui ne sont pas humains et qui ne sont pas des mêmes époques, mais juste temporaires. Il n'y a pas quelqu'un qui reste... voilà. Ouais, ça serait bien qu'il y ait une personne, je sais pas moi, de l'ère romaine, autre qu'Aurori par exemple, mais qui reste pendant très longtemps. Madame de Pompadour. Oui, Madame de Pompadour aurait été une compagne tout à fait intéressante sur le long terme, je trouve. Oui. Par exemple. Il est tellement triste cet épisode. C'est le pire de tous. Oui, il est magnifique. Ah, il est atroce. La particularité quand même de la série classique, mis à part sa longueur, son époque, etc., c'est quand même qu'à l'heure actuelle, elle n'est pas complète. En effet, sur les 703 épisodes de la série classique, il y a 97 épisodes qui sont perdus. Je vais peut-être vous expliquer pourquoi ils sont perdus. Non, 90, c'est 97. 97. Oui. Il n'y a pas de souci. Oui, on reprécise juste. On reprécise juste aussi pour nos spectateurs. Oui, d'ailleurs, moi, quand vous dites 97, j'ai un peu de mal à comprendre. Non, mais c'est normal, hein, parce que 97, c'est pas du tout logique. 97, c'est beaucoup plus logique quand on parle. Donc, c'est nous qui sommes dans tort. Donc, il y a en fait, les Français ont gardé le côté gaulois de compter en base 20. C'est pour ça. Oui, c'est vrai. On n'est pas très rapide pour se mettre à jour. Pas du tout. Et donc 97 épisodes perdus. Ouais, près d'une centaine d'épisodes. Un septième d'épisodes perdus, du coup. Ça fait Alors beaucoup. pourquoi est-ce qu'ils ont été perdus? On se dit comment est-ce que dans les archives d'une chaîne télé, ils ont pu perdre des épisodes? Moi, je suis assez curieuse. En fait, c'est très simple. C'est que pendant très longtemps, les bandes coûtent cher. Donc, si on considère que c'est un programme ancien qui ne va pas être diffusé, qui n'a aucun avenir au niveau pécunier, il ne va pas être gardé spécialement. Donc, on va réenregistrer dessus. Est-ce que les épisodes qui ont été perdus, ce sont ceux d'une même... Enfin, c'est pas d'une même saison, parce que du coup, 97 épisodes, ça en fait un paquet, mais est-ce que ce sont les mêmes périodes qui ont disparu, ou est-ce que ce sont des épisodes par morceau, en fait? En fait, il faut savoir que même si maintenant il n'y en a que 97, auparavant il y en avait bien plus, près de 150, peut-être même 200, je ne sais plus exactement, qui étaient perdus. C'est principalement les périodes du premier, deuxième et troisième docteur. D'accord. Donc à peu près entre 1963 et 1973. Ouais. Donc à ce moment, après, disons que les archives ont commencé à être mieux soignées, on va dire. Il y a une théorie aussi qui dit que normalement à la base Doctor Who c'était vraiment une émission pour enfants et qu'en fait BBC n'avait pas imaginé que cette série-là perdurerait et aurait on va dire l'histoire qu'elle a actuellement. Et en fait quand ils ont voulu enregistrer de nouveaux épisodes, ils ont dit non, on va enregistrer là-dessus aussi parce que ça restera pas, c'est passé et voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'épisodes qui ont été perdus à cause de ça, parce que BBC ne se rendait pas compte de la portée que pouvait avoir Doctor Who dans la culture anglaise. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il y a, c'est que à peu près tous les programmes d'époque ont une partie perdue. Par exemple, Chapeau melon, bottes de cuir, les premières saisons sont quasi intégralement perdues également. On peut penser à l'émission anglaise Top of the Pop, qui existe toujours. En tout cas, quand je regardais quand j'étais petite, ça existe toujours, dont la plupart des morceaux ont disparu.
D'ailleurs, c'est une anecdote assez intéressante, c'est que un morceau de Top of the Pop de 1965, je vérifie, a été intégré à Doctor Who dans l'épisode de The Chase. C'est une intervention des Beatles. Oui. Fou, quoi. Les Beatles. Et le reste de cette émission a disparu et le seul morceau qui reste de cette émission-là, du 15 avril 65, est dans un épisode de Doctor Who. Ça, c'est quand même fort. C'est quand drôle. même. C'est drôle. Oui. Finalement, en fait, Doctor Who, il voyage vraiment dans le temps, quoi. C'est ce que j'allais dire. Il a vraiment gardé des bouts. Non, c'est fou. Oui, et en plus cet épisode est fort marrant parce que lorsque il regarde les Beatles, justement Vicky, que je vous disais qui est du 5e millénaire ou quelque chose comme ça, dit « Oh génial les Beatles, j'ai été voir leur musée à Liverpool ». À ce moment-là, il n'y avait aucun musée Beatles à Liverpool, maintenant il y en a, mais je ne savais pas que les Beatles faisaient de la musique classique. Tu disais qu'à un moment donné, il y avait plus d'épisodes perdus, c'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qui ont été retrouvés, et à l'heure d'aujourd'hui, Oui. on en a presque juste 100 de perdus. Voilà. Ils C'est ont, beaucoup plus important. ils ont été retrouvés où et comment un petit peu Eh bien, il y a plusieurs manières de les retrouver, donc les retrouver dans les archives de fans. C'est Déjà les fans. Oui, qui pouvaient les enregistrer de manière, par exemple, en utilisant une caméra qui enregistrait la télévision. Parce qu'à c'est génial. à ce moment-là, les magnétoscopes n'étaient pas très au point, on va dire. Ça n'existait pas, on va dire. Et il y a d'autres manières, c'est les copies dans des autres pays. Donc, d'autres pays diffusaient la série. Et les épisodes étaient envoyés dans ces pays, doublés. Et donc, vu qu'on a gardé tous les documents audio, mais pas forcément toujours les vidéos, certaines vidéos, on a remis les doublages d'origine sur les vidéos, par exemple d'Afrique. Parce que les derniers épisodes qu'on a retrouvés, on les a retrouvés au Nigeria. D'accord. C'est hallucinant. Donc ça veut dire, pour faire un bref rappel, ça veut dire que Doctor Who, ça a été diffusé partout sur la planète et très tôt. C'est-à-dire que dans les années 80 ou même avant, c'était déjà diffusé à l'étranger. Même avant. La France, ça fait partie quasiment des derniers à avoir diffusé Doctor Who en 89. C'était déjà le 60e pays à le diffuser, donc 63e, je pense. Donc oui, dès quelques années juste après le début, on diffusait déjà. Oui. On va faire une intervention extérieure. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver et qui est fan de Doctor Who aussi, il me semble. Et oui, et justement, et je crois qu'il va nous en parler un petit peu. Il était sur un flux à côté, en fait. On va peut-être faire un switch avec les gens. C'est celui qui crée le Dalek ? Exactement. Ah oui, bonjour Benjamin. Bonjour. Attends, non, tu vas prendre ta place. Je vais faire un échange comme vous voulez. Voilà. Bonjour. 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 Oh. Donc je pense que tu peux nous parler vite fait de ce que tu fais. Ah oui, très rapide. Je fais partie de l'association Annigator, qui est une association de créatifs, on va dire. Et notre but est de partager notre passion et d'initier les gens à toute la création quelle qu'elle soit d'ailleurs, et à les aider. Et effectivement, donc depuis décembre 2013, je travaille sur le Dalek, le premier Dalek français, mais pas le seul. Oui. C'est ça qui est rigolo, parce qu'à Nantes, il y en a un déjà. Il en existe un deuxième qui a été fait cette année, en 2014. Il est un peu plus steampunk. Oui, il est steampunk, il est très joli, et il est plus simple. Il est plus basé sur un Mark III d'ailleurs comme design, ou enfin sur les anciens, que moi, qui est basé sur les nouveaux, ceux de 2005. Ce qu'on appelle 2005 les new series Dalek, les NSD. Et voilà. Donc il est toujours en cours, il n'est pas fini, mais ça arrive. Vous inquiétez pas, ça arrive, et on va pouvoir s'amuser, parce que j'attends bientôt un transformateur de voix. Donc ceux qui ne savent pas, moi, je suis dans le Dalek pour le piloter. Il est pilotable, il est motorisable. Comme les originaux. Voilà, exactement. Comme les originaux. C'est ça. Et sauf que contrairement aux originaux, je dirige la tête mécaniquement, et non pas avec ils avaient une petite manette pour te faire tourner la tête et pour faire monter et descendre l'œil. Et tout ça, ça va être mécanisé, enfin motorisé même, avec un petit joystick à l'intérieur. Et donc je pourrais
je pourrais parler comme un Dalek. De l'intérieur du Dalek, je n'aurais pas une personne qui fait la voix à l'extérieur. Ah oui. Tu vas te transformer en Dalek, donc. Je me transforme déjà, effectivement, mais après, je n'ai pas toutes les tentacules. Hein, on va éviter. Je vais rester un peu humain. Et je garde mes 2 yeux. Voilà. Tu avais ramené quelque chose Alors, ils sont là-bas, oui, c'est là-bas. Oui, dans le sac, en plus. C'est déjà emballé sous le sac. Sans le casque. Oui, j'ai ramené l'œil et la ventouse. Parce que je n'ai pas pu ramener le Dalek en entier. Je suis venu en moto, c'est un peu dur. C'est dur à mettre dans le bagage. Oui, et que contrairement, enfin, on sait qu'un Dalek est grand parce qu'on voit les acteurs à côté, mais je crois qu'on ne se rend pas compte de la vraie taille du Dalek tant qu'on n'est pas été à côté. Surtout les nouveaux, celui qui est en peluche là. Oui, oui. Les nouveaux font un mètre. Multicolores là. Ceux-là, voilà. Ceux-là, il faut savoir que les NPD, les New Dalek Paradigm, ils font presque 1m93 de haut. C'est non négligeable. Alors que les autres font 1m68. Quand même. Voilà, donc ce sont des gros bestiaux. Et quelle est la différence entre justement les Daleks de l'ancienne série et la nouvelle outre la taille la série classique, enfin, de toute façon, pour moi, la série classique, le Dalek aussi est important parce que c'est quand même the ennemi du 2e épisode, enfin du 2e arc, que j'adore. Et il faut savoir que les nouveaux Daleks, enfin les Daleks qu'on appelle de 2005, la nouvelle série, ont été basés en grande partie quand même sur le design des tout premiers. Ils ont récupéré la jupe, et c'est la même qu'ils ont remoulée. La jupe, donc c'est là où il y a les demi-sphères. D'ailleurs, il y a 4 rangs de demi-sphères, hein, c'est mieux. Il y a un zip là, là. Il y a un double zip. Voilà, c'est celui-là. Et donc, en fait, ils se sont quand même énormément basés sur le design de l'époque pour recréer le nouveau. Et c'est vraiment une évolution de l'ancien design. En gommant un peu déjà l'évolution qui avait été faite avec les Mark 1, Mark 2 et Mark 3 qu'on voit, enfin les 3 types qu'on voit, et gommer aussi ce qui a été fait après dans les films avec le seul, voilà, il y a le prototype de oui, et le mot flash. Superbe. L'œil. Superbe. Marie, ça te plairait d'avoir un Dalek chez toi? Ah oui, d'ailleurs c'était un prix C'était l'un des prix que Blue Peter, donc l'émission Blue Peter pour enfants, proposait pour la découverte d'un épisode. Donc si tu découvrais un épisode, tu recevais un Dalek. Grandeur nature. La chance. Grandeur réelle? Oui, grandeur réelle, oui. Mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont eu. Hein. Oui, je pense que c'était pour un seul. Ça doit être le Dalek le plus recherché au monde en fait. Voilà, c'est du collector plus. Hein, ah oui, là c'est du collector. Moi, personnellement, je préfère retrouver un épisode que d'avoir un Dalek. Hein. Ça prend de la place. Ça prend beaucoup de place. Oui, les épisodes prennent moins de place, les bandes. C'est vrai, ça, tout de suite, maintenant, à notre heure actuelle, oui, ça prend moins de place du coup parce que tout est déménagé. Les bandes avant, oui, c'était autre chose. Mais enfin voilà, donc ça. Donc je construis, j'ai de la place pour le stocker. J'ai un garage, c'est ce qui aide. Mais voilà. C'est impressionnant. Merci. J'espère. Là, je viens un peu rapidement. Je suis en moto et tout, mais bientôt, on s'arrangera pour le montrer en vrai ici. Enfin, en tout cas pour les Geek Fairies. On le montre ailleurs, mais il n'est pas fini. Donc, quand il sera fini, on fera une autre. On fera une interview du Dalek avec la voix du Dalek. Ça pourrait être marrant. Ça va être un peu dur à supporter, mais ça pourrait être drôle. Merci. Je vous en prie. Merci. Mehdi, tu voulais dire quelque chose avant? Donc on a vu qu'avec les épisodes de la série classique, c'était déjà répandu de par le monde. Il y avait déjà un bon succès, même un énorme succès, je pense. Tu nous confirmeras. Mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui a fait que la série a eu ce temps de pause en fait pour revenir avec les nouveaux acteurs, etc. Eh bien, c'est une décision de la BBC elle-même. On va dire que sur la fin, il y avait un directeur de la BBC, Michael Grade, pour ne pas le nommer, qui détestait la série. Donc, ça aide pas, oui, en effet. Et en plus, il n'aimait pas beaucoup Colin Baker, parce qu'il avait épousé l'ex-femme de Colin Baker, entre autres. D'accord, maintenant on comprend mieux. C'est le 6e Docteur. Donc, il y avait un petit problème. Déjà, il a viré le 6e Docteur, sans plus d'explications, et il a
coupé, il a fait des réductions de budget pas possibles sur la série. Finalement, à la 26e saison, ils ont dû arrêter par manque de moyens, par manque d'audience, et voilà. Et si ça a mis du temps, c'est parce que on va dire que les Anglais avaient tellement vu du Doctor Who pendant 27 ans presque, parce qu'il y a eu un petit hiatus déjà pendant la série, je ne sais pas s'ils en avaient marre, mais c'était devenu un peu arrière-plan. C'est pas que ça avait été oublié, c'était toujours dans l'imaginaire collectif, mais c'était fini. Voilà. Pour les fans purs et durs, ça n'a jamais été fini. Parce qu'il y a eu déjà le film de 1996 avec le 8e Docteur, Paul McGann. Très américain, mais Paul McGann est génial. En soi, c'est un nanar, ce film. Et il y avait aussi les audios, les romans, et donc pas forcément que des novélisations, des romans inédits, des histoires inédites qui continuent à sortir sur le 7e puis le 8e Docteur. Qui ont continué à faire vivre la série jusqu'en 2005. Et d'ailleurs, Russell T Davies, lorsqu'il a fallu relancer la série, c'est vraiment basé sur une partie des paramédias issus de l'ancienne série, notamment la guerre du temps qui est expliquée dans certains bouquins. Voilà. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Oui, on s'entend bien. En fait, on était en train de faire une correction son en même temps, je crois, pour savoir. Ils essaient de voir si de régler. Là, c'est bon, nickel, ok. On parlait du 8e Docteur juste là, qui est donc qu'on revoit dans l'épisode anniversaire du jour du Docteur. Oui. Alors je me dis que ce serait peut-être l'occasion de parler de cet épisode un peu spécial, voir ce que toi tu en as pensé, parce que ça reprend quand même pas mal d'éléments de la série classique, en incorporant des nouvelles choses. Si tu as des choses à en dire, est-ce que tu as aimé, pas du tout, est-ce que... Disons qu'il y a une blague récurrente chez les fans classiques, c'est que ce n'est pas l'épisode des 50 ans, c'est l'épisode des 8 ans. C'est pas faux. Voilà. C'est pas si faux, ouais. Si ça peut vous donner une idée de ce que j'en pense. Je vais pas être trop méchante. En soi, c'est du beau spectacle. Ça, il n'y a pas à dire. C'était du beau spectacle, c'était bien fait. L'histoire était sympa. Mais c'est pas un épisode des 50 ans pour moi parce que déjà, on a complètement jeté dehors les anciens docteurs qui ont été obligés de faire leur propre épisode des 50 ans eux-mêmes. Donc, c'est ce qui s'appelle The Five-ish Doctor Reboot. Donc, en gros, le scénario, c'est le 5e, le 6e, le 7e Docteur et un peu le 8e Docteur qui se mettent ensemble pour essayer de parasiter l'épisode des 50 ans et essayer d'être dedans à tout prix. Et ils n'y arrivent pas. Donc, c'était du beau spectacle, mais niveau série par rapport à la série classique, comme je viens de le dire, la guerre du temps, telle que Russell T Davies en parle dans la nouvelle série, est basée sur les paramédias, notamment du 7e et du 8e Docteur. Or, il n'y avait pas de place pour le War Doctor là-dedans, à mon avis. Mais c'est mon avis personnel et je comprends que certains aient beaucoup aimé parce que c'était élégant et bien fait, mais bon, voilà. Tu portes une écharpe, ton docteur préféré, c'est Tom Baker? Non, pas du tout. C'est le premier docteur, mon docteur préféré. Mais c'est vrai que cette écharpe, c'est, on va dire, un moyen de se reconnaître en convention aussi. Il y en a qui portent de Fez et toi, c'est l'écharpe pour la version classique. Voilà. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, en convention, je fais beaucoup des cosplays Doctor Who. J'ai fait notamment un cosplay du 2e Docteur. C'est assez frustrant de voir quelqu'un venir te parler et te dire « Ton cosplay du 11e Docteur est un peu raté. » Oui, mais c'était du 2e. Voilà. Oui. Et justement, comment tu arrives à expliquer qu'en fait, que chaque docteur a une particularité et, on va dire, il y a comme tu dis, il y a l'écharpe, il y a aussi le céleri. Le céleri qui est là. Tout ça, comment tu arrives à expliquer que chaque docteur a une particularité pour le reconnaître en fait? Disons qu'ils se sont démarqués un peu des autres.
Par exemple, dans le cas du 5e docteur, qui est arrivé en étant très jeune, c'était le plus jeune des docteurs avant que Matt Smith arrive, il fallait vraiment qu'il se détache de Tom Baker, qui est resté 7 ans dans le rôle. C'est celui qui est resté le plus longtemps, je crois. Le plus longtemps, enfin, techniquement c'est Paul McGann qui est resté le plus longtemps, mais vu qu'il a fait qu'un film et des audios, il est un peu passé inaperçu, malheureusement pour lui, parce qu'il est très bon. Donc quand on pense à Doctor Who, les Anglais pensent à Tom Baker, parce que c'est le docteur par excellence, c'est le plus apprécié, c'est celui qui est resté le plus longtemps, qui a le plus marqué les gens. Et lorsqu'il faut s'en détacher, déjà il faut essayer pour se détacher du docteur précédent, il faut changer de look, il faut changer de type de jeu. Et je pense que chacun a pu faire très bien cela, dans des looks parfois un peu spéciaux, comme le 6e docteur, qui est habillé comme un clown. Enfin, c'est joli quand on s'y habitue. Et le 5e docteur avec son céleri. Le céleri, une explication d'ailleurs, c'est que il doit croquer ce céleri lorsqu'il est exposé à des gaz toxiques pour être immunisé. Alors, moi juste, je voulais reparler des épisodes manquants. Parce que donc on parle ici surtout de l'action des fans et du fandom et en quoi les fans se réapproprient donc un univers. Et qu'en est-il de ces épisodes manquants? Est-ce que les fans aiment recréer ces espèces de trous, essayer de combler un petit peu ces lacunes, et est-ce qu'il y a des gros mouvements spéculatifs qui existent à l'heure actuelle sur ces épisodes manquants, ou comment ça se passe? Il n'y a pas de mouvement spéculatif parce qu'on connaît tous les scénarios, on a tous les audios, donc on a toutes les bandes son des épisodes, et tous les épisodes ont été reconstruits au moins en diaporama son. Donc la BBC a fait des reconstructions officielles en dessin animé, j'en ai une ici. The Invasion, donc qui a été refait, en partie fait en dessin animé, en flash. Donc il y a une dizaine comme ça qui ont été faits en dessin animé, mais la plupart des épisodes perdus existent en reconstruction, en utilisant donc des photos de tournage ou des télésnaps en diaporama, avec le son qui passe derrière, et des petits encarts qui expliquent ce qui se passe. Donc c'est très long à regarder, par contre c'est vraiment l'un des obstacles les pires lorsqu'on veut commencer la série classique. Parce que c'est difficile de se retrouver en 2015 face à quelque chose d'aussi rudimentaire. Est-ce que ces épisodes manquants, au final, on est obligé de les regarder, ou si, enfin, je veux dire, est-ce qu'on est obligé de les regarder pour suivre un peu le speech des saisons où ils sont manquants, ou est-ce qu'au final on peut passer outre et on peut regarder que ceux qui restent? Oui, on peut passer outre parce qu'il n'y a pas vraiment de pitch de saison. Il y a des pitchs d'épisodes, enfin d'histoires, qui sont regroupés en plusieurs épisodes, mais par saison, il y a moyen par exemple de passer directement au 3e docteur si on n'aime pas la noir et blanc. Ou de passer les épisodes perdus si vous y arrivez vraiment pas. Moi au début, quand j'ai commencé, j'ai passé un épisode perdu avant d'y revenir, par exemple. Quel est le conseil que tu pourrais donner aux gens qui ont envie de découvrir la série classique? Est-ce qu'il faut, comme tu dis, commencer peut-être par la saison 3 ou commencer par le tout premier, parce que c'est quand même, par rapport à ce qu'on est habitué à voir au niveau son, image, effets spéciaux, etc., c'est un autre monde. Hein. C'est quand même des épisodes qui ont mal vieilli. Enfin, oui. Voilà. Qu'on vieillit, on va dire, peut-être pas mal vieilli, mais qu'on vieillit et qui porte un coup par rapport à ce qu'on a l'habitude. Oui, et bien, je dirais une des choses que je propose, par exemple sur le blog, c'est de voir un épisode de chaque docteur, tout à fait emblématique, qui est vraiment intéressant sur le point de vue technique ou sur le point de vue histoire, pour se faire une idée de l'esprit de chaque docteur. Et après, s'il y en a un qui vous intéresse plus particulièrement, vous pouvez commencer par ce docteur-là. Il n'y a aucun problème avec ça. Et continuer l'ordre chronologique de ce docteur. Par exemple, beaucoup de gens ont commencé avec le 5e docteur. Parce que le 5e docteur était le premier à avoir été sous-titré en entier en français. Par exemple.
Et c'est pas perturbant de remonter après un petit peu la timelapse du docteur pour tout raccrocher les wagons? Non, enfin, c'est ce que je fais, donc je regarde. Disons que j'ai regardé de manière chronologique le premier docteur, mais sinon, de temps en temps, je vais aller piocher un autre épisode d'un autre docteur, par exemple. Ce n'est pas très ennuyant, je trouve. Bon, il y a des gens qui préfèrent le tout chronologique, hein, tout à fait, et c'est normal, mais ce n'est pas une obligation. Parce que la série n'a pas d'arc narratif aussi puissant que dans la nouvelle série où il faut absolument voir la saison 5 avant de voir la saison 6, par exemple. Alors, nous, on se posait une question vis-à-vis de l'outil principal du docteur, qui n'est pas forcément le TARDIS, mais le tournevis sonique. Dans les séries actuelles, on se dit quand même que le tournevis sonique, c'est un petit peu un ressort scénaristique un peu pratique parce qu'il permet de tout faire. Alors, est-ce que ça a toujours été le cas? Belle collection. Qu'est-ce qu'un tournevis sonique peut ou ne peut pas faire? C'est un peu ce qu'on peut se demander. Apparemment, maintenant, le tournevis sonique peut à peu près tout faire, sauf ouvrir les portes en bois. Surtout celles qui sont déjà ouvertes. Et donc, à l'origine, c'est le deuxième docteur qui crée le tournevis sonique, qui ressemble plus à, vous savez ce qu'on appelle un pen light, des lampes de poche qui ressemblent à des bics. Oui. Donc ça ressemble un peu à ça, et tout ce qu'il sait faire, c'est visser. En gros. D'où son nom. D'où son nom. Après, le troisième docteur l'améliore pendant la même période où il améliore le TARDIS quand il est bloqué sur Terre. Donc ça, c'est le tournevis du troisième docteur. Et à ce moment-là, il peut commencer à ouvrir les portes. Par exemple, il ouvre la porte de son garage. Et il est super fier de ça. Il crâne devant Joe Grant en disant « Hey, regarde, je peux ouvrir la porte du garage, c'est trop bien. » Et donc ça, c'est le tournevis sonique de Romana, par contre. Ça, c'est une autre dame du temps. Donc elle en a un aussi. Donc on va dire que ça reste au stade ouvrir les portes, renverser la polarité du flux de neutrons, c'est tout. Ensuite, le quatrième docteur, ça commence déjà à un peu pour tout et n'importe quoi. Puis il disparaît totalement. Parce que le scénariste, le showrunner, on va dire, de l'époque, John Nathan Turner, qui est aussi contesté à l'époque que Moffat l'est maintenant, c'est dire, décide qu'il en a marre de voir cette baguette magique utilisée dans tous les épisodes, et il va le supprimer totalement de la série. Jusqu'au 8e Docteur, où on le retrouve dans une boîte à outils, dès la première scène du film, presque. Évidemment, il revient en force avec la nouvelle série, où là, il sert à ouvrir les portes au début, il sert aussi à construire des étagères. Dans les moments perdus du 9e Docteur. Et progressivement, avec le 10e Docteur, il commence à calculer des choses, à analyser de plus en plus des choses qui l'intriguent, en faisant par exemple ça. Enfin, il paraît que ça lui permet de savoir tout ce qu'il doit savoir. Le 11e Docteur, alors là, c'est la totale. Il sert vraiment à tout. C'est la baguette magique universelle. Et le 12e Docteur, de ce qu'on en a vu maintenant, il s'en sert pas tellement. Et je trouve que c'est pas plus mal. Est-ce que du coup c'est un petit peu... Donc hier en fait on a eu une discussion sur les outils scénaristiques qui permettent de faciliter Doctor Who, avec notamment Riversong, le personnage de Riversong dans la nouvelle... Est-ce que le tournevis sonique c'est un petit peu ça? C'est un petit peu l'outil ultime pour débloquer la situation quand c'est un peu trop difficile Enfin, par rapport au tout début, je veux dire. Hein. Oui, surtout pour la période du 11e Docteur. Ça devient vraiment flagrant sur cette période-là. Enfin, je trouve. Est-ce que ça reflète un manque, peut-être quelque part, de scénario abouti par rapport, toujours en comparaison entre la nouvelle et le classique? Est-ce que c'est vraiment peut-être un manque de recherche de solutions un petit peu plus, travaillées? Ouais. Pour moi, oui, parce qu'il peut y avoir des excellents scénarios sur la période Moffat, ou de Moffat tout seul d'ailleurs.
pendant la période Russell T. Davies, autant je trouve que sur le long terme, c'est globalement moins bon. Les épisodes sont de belle qualité, ils sont bien faits, bien tournés, mais il y a des outils scénaristiques qui sont affligeants. Du genre, je pense à Voyage dans le centre du Tardis, avec le Reset Button à la fin, où c'est d'une idiotie profonde, et ça veut vraiment dire que les scénaristes se sont dit « Oh chouette, on va s'amuser un peu sur cet épisode-là, et finalement rien ne se sera passé. » J'aime bien ton soupir de ponctuation, c'est parfait. Je suis entièrement d'accord avec toi, avec vous, en fait, en disant que Moffat, j'ai l'impression qu'il joue plus sur les effets spéciaux ou des arcs, on va dire, de magie, un truc, que vraiment sur le scénario. Et c'est un peu ce qui est bien avec les classiques, où les effets spéciaux, c'est vraiment secondaire, et on passe plus sur les personnages, qui sont beaucoup plus développés que sur la nouvelle série, moi je trouve. Ah, c'est sûr, ils ne pouvaient pas jouer sur les effets spéciaux. Même si on a de très bien faits pour l'époque. Ils ne pouvaient pas jouer sur les effets spéciaux, donc il fallait jouer sur autre chose, on va dire. Il fallait intriguer sur autre chose. Et c'est peut-être aussi à une époque où les effets spéciaux n'auraient pas pu être bien perçus non plus à la télévision, tout simplement, parce que c'était quelque chose qui n'existait pas vraiment. Si. Enfin, si, ça Georges existe. Méliès les faisait déjà, les effets spéciaux. Mais les niveaux effets spéciaux... Doctor Who a apporté énormément de choses à la télé anglaise, notamment l'apparition de la musique électronique, notamment grand public, le générique de Doctor Who, de Ron Grainer, d'Elia Derbyshire et le BBC Radiophonic Workshop est la première musique électronique à être passée à la télé à une heure de grande écoute de manière massive, on va dire. Moi, j'ai deux autres questions qui n'ont rien à voir entre elles. Tu parlais de films tout à l'heure. Alors, est-ce que ces films, alors déjà, il y en a combien? Ils datent de différentes époques. Et est-ce qu'ils sont essentiels pour comprendre la trame générale de la série ou non? Oui. Alors, il y a eu 2 premiers films avec Peter Cushing, qui est une reprise un peu bizarre de 2 épisodes du premier Docteur, donc The Dalek et The Dalek Invasion of Earth, où le docteur n'est pas un alien, mais bien un être humain très intelligent, où Suzanne et Barbara sont ses nièces, ou un truc bizarre de ce genre. En gros, c'est une reprise américaine pour dire de plaire au public. Ouais. Mais c'est pas du tout nécessaire de les voir si on veut regarder la série. C'est intéressant pour le côté kitsch et l'idée que certains peuvent se faire du docteur, mais ça n'a absolument rien à voir avec la suite de la série. Le 3e film, avec le 8e Docteur, est une suite plus ou moins directe de l'ancienne série, donc c'est ce qui fait plus ou moins la jonction entre l'ancienne et la nouvelle. Donc oui, celui-là est intéressant à voir. Et en plus, le doublage est assez à mourir de rire, notamment le tournevis sonique qui se fait appeler le tournevis acoustique. Ah, joli. C'est drôle, ça. Joli. Enfin, dans les doublages de la série classique en français, les Seigneurs du Temps, ça faisait appeler les temporels. Ça, par contre, je trouve que c'est plutôt élégant. Les temporels. Oh, ça passe. Ça passe. Oh, enfin, c'est moins classe quand oui, même. que les Seigneurs du Temps, mais c'est vrai que ça passe encore. Que le tournevis acoustique. Alors sur une autre note, il y a quelques années, donc il y avait Stephen Moffat qui était venu à la Japan Expo et il y avait des fans qui lui avaient demandé mais est-ce que le docteur peut être une femme? Oui. Alors je sais que ça a été beaucoup abordé, alors je voudrais savoir quel est ton point de vue là-dessus, ce que tu en penses. Alors oui, le docteur pourrait être une femme. D'ailleurs, le docteur a été une femme. Mais pas dans des épisodes officiels. Oh, zut. Notamment dans The Course of Fatal Death, qui est une parodie de Stephen Moffat, avec notamment Rowan Atkinson, Mr. Bean, dans le rôle du docteur, Grant et une nana dont j'ai oublié le nom. Malheureusement, il a aussi été une femme dans l'audio Unbound Exile. Donc ce sont des audios produits par Big Finish qui datent d'avant 2005 et qui prennent des docteurs alternatifs. J'en reparlerai juste après. Donc le docteur pourrait être une femme. Pourquoi? Parce que depuis l'épisode de Neil Gaiman, comment il s'appelle déjà cet épisode? The Doctor's Wife,
Avec le Tardis. Oui, oui, avec le Tardis, oui. Le docteur évoque un seigneur du temps qui s'appelle le Corsaire, qui a priori est un homme et il affirme à un moment donné qu'il gardait son tatouage, un truc marin là, même quand il était devenu une femme. Donc ça apporte le fait que les seigneurs du temps peuvent changer de sexe à la régénération. Mais pourquoi alors le docteur ne peut pas le faire? La régénération, il est sous-entendu dans certains paramédias qu'à l'Académie de Gallifrey, on apprend à se régénérer. Donc on apprend les techniques pour arriver à se régénérer comme on veut. Sauf que le docteur était un cancre et qu'il ratait à peu près tous les cours, il les séchait, et qu'il n'a pas appris cela. Romana, par contre, qui a fini major de promo, arrive à se régénérer comme elle le souhaite. Donc elle choisit un visage, elle le fait, elle le prend. Donc ça ne pose pas de problème. Et une autre théorie qui vient justement de l'Unbound Exile, dont je viens de vous parler, c'est que un seigneur du temps, lorsqu'il se suicide, changerait de sexe. Donc dans ce cas-là, justement, à un moment donné, le deuxième docteur est jugé dans la série classique et est attrapé par les Time Lords et est forcé de se régénérer en troisième docteur. Mais dans cet audio-là, c'est « et si le second docteur s'était échappé ?» Et là, il s'est échappé en se suicidant et en se cachant. Sauf qu'en se suicidant, il devient une femme alcoolique et passablement déprimée. Est-ce que ça serait le seul changement le changement de sexe si jamais le Time Lord se suicide, ou est-ce qu'effectivement il y a d'autres caractères que tu ne peux pas contrôler? D'autres caractères, déjà la couleur de cheveux apparemment. Et je me suis toujours demandé, donc vous savez, dans Le Jour du Docteur, vers la fin, c'est du spoiler, mais bon, John Hurt, le War Doctor, se régénère. Et il dit à ce moment-là, j'espère que je n'aurai pas des oreilles trop décollées. Ce qui est une blague sur le fait que Christopher Eccleston a des oreilles passablement visibles. Et depuis ce moment-là, je me demande, est-ce que le fait de penser à quelque chose au moment de se régénérer, le fait qu'il n'ait pas appris les techniques pour se régénérer comme il le voulait, la technique serait de vraiment penser et d'imprimer dans sa tête comment il veut être. Et là, s'il pense à ce moment-là, j'espère que je n'aurai pas les oreilles décollées, parce qu'il va avoir les oreilles décollées, parce qu'il pense aux oreilles décollées. Mais dans ce cas, David Tennant qui dit Still not Ginger, qui voudrait être c'est ça, pareil. Il n'a pas réussi non plus. C'est vrai qu'il le dit après, oui. C'est vrai qu'il le dit après et pas avant. Il est content d'avoir les cheveux, alors que pas de cheveux. C'est vrai, ouais. Est-ce que tu dis ? Je disais que David Tennant, le dixième, était content d'avoir des cheveux, alors que le 9 n'en avait pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça veut dire que les Time Lords, ils apprennent à se régénérer, tous ne sont pas capables de le faire. Non, tous, ceux qui sont un peu nuls ou qui ont raté les cours. Voilà. Mais alors, dans le coup, c'est un pouvoir inné ou c'est quelque chose qui s'acquiert? C'est le travail qu'ils apprennent. C'est acquis. La régénération est innée. Si on est un seigneur du temps, donc tous les Gallifréens ne sont pas seigneurs du temps. Hein. Par exemple, Suzanne n'est pas une dame du temps. Donc ça veut dire que seigneur du temps, c'est des études spéciales pour être seigneur du temps. En fait, c'est une caste spéciale sur Gallifrey. D'accord. Et ça, c'est un peu expliqué dans la série? Oui. Surtout dans le livre Lungbarrow, qui a été un peu... Le problème, c'est que ce livre est à moitié contredit par certains épisodes de la nouvelle série, mais il y a beaucoup d'idées qui sont bonnes à reprendre, on va dire, dedans. Donc, c'est vraiment une caste par maison, on va dire. Par exemple, le docteur est de la maison de Lungbarrow, et qui sont un peu au-dessus des Gallifréens normaux, et qui, par l'action du vortex du temps, peuvent se régénérer. Voilà. Est-ce qu'on sait pourquoi il y en a 12, ils ont droit à 12 régénérations, et qu'est-ce qui se passe au bout de la 12e? La 12e régénération, j'imagine que quand il y avait... Quand la série a commencé, ou était vraiment encore très jeune, ils se sont dit que de toute manière, ils arriveraient quand même jamais à 12. Donc ils ont dit 12 comme ça.
Ce qui a commencé à poser problème lorsqu'on est arrivé vers le 9e, le 10e, on s'est dit « Ah, peut-être qu'on devrait y penser ». Techniquement, Russell T. Davies avait résolu le problème en disant que dans Sarah Jane Adventure, que le docteur avait menti et qu'il avait beaucoup plus de régénération que ça. Sauf que Moffat n'en a pas tenu compte. Techniquement, on pouvait aussi penser que c'était une obligation légale des Time Lords de n'avoir que 12 régénérations parce qu'ensuite, il devenait un peu fou et il pétait un câble. On va dire qu'il dégénérait au lieu de régénérer. Mais vu que les Time Lords avaient disparu avec la guerre du temps, ils n'étaient pas obligés de suivre leur loi. Hein. Donc, mais bon, ça a été résolu par un second pack de régénération dans l'épisode de Noël de l'année d'avant. Donc voilà. D'ailleurs, le maître a épuisé ses 12 régénérations dès le début, puisque le premier maître qu'on voit, Roger Delgado, est le dernier des maîtres dans la logique Time Lord. Et lorsqu'il meurt, il ne se régénère pas. Et il reste comme une sorte de zombie un peu bizarre, brûlé, cramé. On l'appelle le Crispy Master. Franchement, il est horrible. Le Master a fait ses 12 régénérations? Oui, il les a complètement épuisés. Et il les avait complètement épuisés dès le début, en fait. C'est ça le problème. Mais il ne pensait pas que Delgado allait mourir si vite. Et du coup, ils ont dû changer très rapidement le maître. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a un cas un peu spécial sur le maître. Donc, la saison 8, il y a un souci alors? Pour la saison 8 de la nouvelle saison? C'est-à-dire? Oui, on va peut-être pas... Ah oui, mais non, mais il a reçu un nouveau pack de régénération lorsque les Time Lords lui ont accordé le départ. Hein. Mais par exemple, le maître joué par Ainley, il a piqué le corps de quelqu'un. Même chose pour le maître joué dans le film, c'est aussi un corps qu'il a piqué. Et donc après la guerre du temps, où il a peut-être reçu à ce moment-là un nouveau pack de régénération, il se régénère normalement. Donc on peut s'attendre vraiment à de grosses surprises peut-être dans le futur au niveau de la régénération ou même des capacités du docteur en fait. Oui, tout à fait. Par exemple, il va y avoir à un moment donné le problème du Valeyard qui va se poser, qui est une régénération dégénérée du docteur, qui apparaît dans la saison 23, Trial of a Time Lord. Donc, tu peux peut-être détailler un petit peu plus pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Doctor Who? En fait, c'est un docteur qui a complètement pété un câble et qui a décidé de choper tous les autres docteurs et de les éliminer. C'est radical. Oui, voilà. Et il commence par le 6e et le 6e l'envoie vraiment bouler. Donc, Mais ça, à chaque fois, ça me surprend. Comment est-ce que... Parce que, bon, pareil, c'est un peu du ta gueule, c'est magique, mais comment c'est possible que le docteur côtoie d'autres versions de lui-même dans des périodes différentes? Ah, c'est une bonne question. Normalement, il me semble que c'est une règle de jamais se rencontrer, en fait. Oui, sauf qu'il l'oublie après. On va dire que le dernier à les avoir croisés s'en souvient, mais après, ils oublient. Par exemple, le 10e docteur a complètement oublié tout ce qui s'est passé pendant les choses de l'épisode des 50 ans. Oui. Donc, leur cerveau oublie automatiquement pour ne pas causer de dégâts par la suite, on va dire. Mais comment est-ce que le temps supporte ça? Bonne question. On a beaucoup parlé des épisodes spéciaux, les épisodes des 50 ans. Il y a les épisodes de Noël qui sont beaucoup attendus par les fans. Est-ce que ça existe aussi dans la version classique? Et est-ce que ce sont vraiment des épisodes spéciaux ou c'est des épisodes ordinaires? En fait, il y a un épisode de la série classique qui est considéré comme un épisode de Noël. Ça s'appelle The Feast of Stephen et c'est le 7e épisode de l'histoire The Dalek Master Plan qui en compte 11, qui est l'une des plus longues histoires de la série classique. C'est un épisode perdu et c'est le seul qu'on est sûr qu'on ne retrouvera jamais parce que la BBC a considéré qu'il était invendable à l'export puisque à la fin, le premier docteur dit « Et je vous souhaite une bonne année 1966 ». En cassant le quatrième mur. Donc ils l'ont effacé direct après, ils l'ont pas copié.
Voilà. Oui, c'est con. Et comment dire, c'est un épisode de Noël. Donc, ils n'ont plus refait ça après cela, parce qu'ils se sont dit, de toute manière, si on veut les exporter, on ne saura quand même pas les exporter. C'est une certaine logique d'époque. Et vous disiez que les épisodes de Noël étaient très attendus. Moi, je pense surtout qu'ils sont très attendus parce qu'ils arrivent à un moment où on attend, où il n'y a pas d'épisode du tout, où les fans sont en manque, on va dire. Parce que globalement, les fans considèrent peut-être les épisodes de Noël comme globalement, généralement moins bons que les autres épisodes. Bon, je sais pas. Il y a des épisodes de Noël qui sont oui, magiques. il y en a des très bons. Par exemple, je trouve que le dernier qui est sorti était vraiment très réussi. Mais disons dans la globalité. Peut-être l'esprit de Noël qui parfois ne passe pas chez certaines personnes. Sinon, mais je pense surtout que c'est dû au fait que c'est une période où il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Mais où ils attendent ça très impatiemment. Et aussi sur le fait que c'est pas la règle, mais les docteurs changent parfois aux épisodes de Noël. Puisque Très souvent, ouais. Le premier épisode de Tennant, c'est un épisode de Noël. Le dernier épisode d'Eleven, c'est un épisode de Noël. Voilà. Je crois que vu l'heure, on va peut-être passer à la conclusion un petit peu de tout ça. Oui. Moi, d'un point de vue purement pratique, je me disais là pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, où est-ce qu'on peut facilement, à peu près légalement, regarder tous ces épisodes? Est-ce qu'ils sont difficiles à trouver? Alors, sur mon blog. Déjà, voilà. Et détaille-nous et redis-nous l'adresse de ton blog pour ceux qui nous regardent. Oui, donc l'adresse de mon blog, c'est Doctor Who en un mot, classique aussi en un mot avec FR. Donc tout est en un mot. Doctor Who classique FR. Donc classique, c'est avec un C à la fin, pas QUE. .oefort.com. De toute façon, on va le linker dans l'IRC et on va le mettre, bien entendu. Et il est déjà d'ailleurs dans le programme des Geek Fairies on the Web. Et est-ce que pour toi, un épisode qu'il faut absolument voir de la série classique, en conclusion, celui qui t'a le plus marqué, le plus ému, quel que soit le docteur? Ah là là. Moi je dirais The Aztec parce que c'est mon épisode préféré. Et aussi ça peut faire un choc pour certains nouveaux fans dans un sens, enfin de la fan de la nouvelle série, c'est que c'est un épisode sans aucun alien. Ce qui devient très rare dans la nouvelle série. Et qui pose le problème de peut-on changer le passé? Parce que c'est un épisode du premier Docteur où il est justement avec la prof d'histoire, Barbara, qui veut faire absolument en sorte que les Aztèques cessent de mettre à mort les gens. Et vu qu'elle a une incidence sur eux, elle va essayer de le faire, mais elle n'y arrive pas puisqu'on ne peut pas changer le passé. En tout cas, à l'époque, on ne pouvait pas. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous. Tu as quelque chose à rajouter peut-être, ou je ne sais pas si tu as des dédicaces, des gens à dire bonjour, tout ça. Vas-y, fais-toi plaisir. Merci beaucoup à Humanimo qui m'a beaucoup aidé hier soir, à Laureline, à Galifrance pour héberger mes articles. Et aussi, vous m'aviez envoyé quelques petites questions. Il y en a une où je voudrais vraiment revenir dessus parce que vous ne me l'avez pas posée. C'est à propos du Wizard Rock et du Troc. Oui. Vous me demandiez si la musique inspirée de Doctor Who était inspirée du Wizard Rock, donc de la musique inspirée d'Harry Potter. Et je voudrais justement vous montrer un vinyle que je possède qui date de 1988 de Doctor in the TARDIS. Donc si le Wizard Rock existait déjà en 1988, ce serait vraiment bizarre. C'est parfait, merci. Voilà. Et j'en ai un chanté par John Pertwee, le 3e Docteur aussi. Qui chante Who is the Doctor. Voilà. Donc le Time Lord Rock existe depuis bien longtemps. Bien longtemps. Peut-être que le docteur est venu et s'est inspiré et puis il est reparti dans le passé. Peut-être. Mais je tiens à saluer quand même Amélie, la fan de Wizard Rock, que j'apprécie énormément. D'accord. Voilà. On lui transmettra si elle ne nous regarde pas. Moi, je voulais personnellement remercier votre blog parce qu'en fait, grâce à ça, j'ai commencé à revoir les classiques et j'ai revu tous ceux de Tom Baker. Et donc, voilà, parce que c'est grâce à ça que j'ai pu revoir les classiques. Donc, merci. C'est avec plaisir.
Merci beaucoup Marie. Et Merci à vous. on va passer à la suite du sujet. On va parler de Stargate, il me semble. Voilà. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.